Imaginez une nuit calme et sereine. Vous levez les yeux vers les étoiles. Elles vous semblent réparties dans le ciel de manière chaotique, mais aussi parfaitement uniforme. Notre science confirme cette observation. À très grande échelle, l'univers devrait être le même, quelle que soit la direction que vous regardez. Mais que se passerait-il si je vous disais que c'est faux? Et s'il existait, à 9 milliards d'années-lumière d'ici, une structure si gigantesque que son existence même est une impossibilité? Une structure qui bouleverse absolument toutes nos conceptions du cosmos. Certains l'appellent simplement l'anomalie. D'autres, à voix basse, suggèrent que ce pourrait être la trace de quelque chose d'intelligent, voire de rationnel. Cette conférence nocturne vous emmènera à travers les recoins les plus sombres et les plus énigmatiques de l'univers. Nous partons à la recherche de cette structure gigantesque, déjà surnommée le « mur des dieux ». Nous tenterons de répondre à une question cruciale: qu'est-ce que cette chose et pourquoi les astronomes du monde entier sont-ils dans un état de choc total? Installez-vous confortablement. Notre voyage vers l'inconnu commence maintenant. Avant de nous lancer dans ce long voyage vers la structure la plus mystérieuse, nous devons établir quelques bases fondamentales. Il faut comprendre pourquoi son existence a provoqué un tel émoi. Au cœur de toute la cosmologie moderne, on trouve un principe essentiel, élégant et, jusqu'à présent, considéré comme inébranlable. C'est ce qu'on appelle le principe cosmologique. Le nom sonne savant, mais son idée est simple. Si l'on observe l'univers à une échelle suffisamment vaste, il doit apparaître approximativement identique. Peu importe où vous vous situez dans l'espace ou dans quelle direction vous portez votre regard. Imaginez un peu un simple verre de lait. Au microscope, vous distingueriez des gouttelettes de graisse, des irrégularités. Mais si vous vous éloignez de quelques pas, le lait redevient une seule et même substance, blanche et homogène. Il en va de même pour l'univers. Bien sûr, nous avons des étoiles, des planètes, des galaxies, des amas de galaxies. Mais si vous preniez du recul sur des centaines de millions d'années-lumière, toute cette complexité devrait s'aplanir et se fondre en une toile cosmique homogène. Ce principe n'est pas qu'une simple idée élégante. Il découle directement de la théorie du Big Bang, et il est massivement confirmé par l'observation du rayonnement fossile, le fameux écho de la naissance de notre univers. Selon ce principe, il existe une limite théorique à la taille maximale que peut atteindre n'importe quelle structure. Les astronomes ont calculé que rien dans l'univers ne peut être plus grand qu'environ 1,2 milliard d'années-lumière. Veuillez retenir ce chiffre. Car la structure dont nous allons parler aujourd'hui se moque éperdument de cette limite. Elle ne fait pas que la dépasser. Elle le fait avec une audace si provocatrice qu'elle nous oblige à remettre en question le fondement même de notre conception du cosmos. Alors, faisons connaissance avec la protagoniste principale de notre histoire d'aujourd'hui. Son nom officiel, l'arc géant. Ce n'est pas un mur au sens strict du terme. C'est un filament gigantesque, légèrement incurvé, composé de dizaines de galaxies et d'amas de galaxies. Elle est si éloignée que la lumière qu'elle émet a voyagé jusqu'à nous pendant 9,2 milliards d'années. Cela signifie que nous la voyons telle qu'elle était lorsque l'univers n'avait qu'à peine 4 milliards et demi d'années. Un univers jeune qui, pensions-nous, n'avait pas encore eu le temps de former des structures aussi colossales. Les dimensions de cet arc sont stupéfiantes. Son étendue est d'environ 3,3 milliards d'années-lumière. Essayons de prendre la mesure de cette échelle. Notre galaxie, la Voie lactée, a un diamètre d'à peu près 100 000 années-lumière. Si la Voie lactée n'était qu'un grain de sable, l'arc géant représenterait une plage longue de 33 km. Elle occupe environ 1/15 du rayon de l'univers observable. Rappelez-vous la limite théorique de taille des structures que nous avions évoquées. 1,2 milliard d'années-lumière. L'arc géant est près de 3 fois plus grand.
La probabilité qu'une telle structure se forme par pur hasard est, selon les calculs des scientifiques, inférieure à 1/100 0000000%. C'est si improbable que cela frôle l'impossible. Cette découverte a été faite par Alexia Lopez, une doctorante de l'Université de Central Lancashire au Royaume-Uni. Elle analysait des données concernant les quasars, qui sont les noyaux ultralumineux de galaxies lointaines. La lumière de ces quasars, en traversant le gaz intergalactique, est absorbée par des ions de magnésium. L'étude du spectre de cette absorption permet de cartographier la répartition de la matière dans l'univers. C'est ainsi, en examinant la lumière provenant de 40 000 quasars, qu'Alexia et son équipe sont tombés sur cette anomalie incroyable. Imaginez leur surprise lorsque cette structure est apparue sur la carte de la répartition de la matière, tel un sourire gigantesque. Elle était tellement vaste qu'ils l'ont d'abord prise pour une erreur de données, un artefact de traitement. Mais de multiples vérifications ont confirmé « l'arc est bien réel, il existe ». Et il défie toutes les règles. Cette découverte n'est pas seulement un nouveau record. C'est un défi direct lancé aux principes cosmologiques. Si l'univers n'est pas aussi homogène que nous le pensions, alors l'intégralité de notre modèle cosmologique standard, connu sous le nom de lambda CDM ou LCDM, pourrait s'avérer incorrecte, ou du moins incomplète. C'est comme découvrir que les lois de la physique fonctionnent différemment dans la pièce d'à côté. L'arc géant nous oblige à repenser les fondements mêmes de notre compréhension du monde. Pour bien comprendre l'enjeu que représente l'arc géant, examinons de plus près la racine du problème. Le principe cosmologique, comme nous l'avons déjà établi, repose sur deux concepts fondamentaux, l'homogénéité et l'isotropie. L'isotropie veut dire que l'univers apparaît identique quelle que soit la direction que nous regardons. L'homogénéité, elle, stipule qu'il est identique quel que soit notre point d'observation. Ces deux piliers soutiennent l'intégralité de la cosmologie moderne. Le modèle standard, appelé lambda CDM ou lambda CDM, décrit un univers composé d'énergie noire, de matière noire et de matière ordinaire, dite baryonique. Ce modèle explique brillamment une multitude d'observations, allant du rayonnement fossile à l'expansion accélérée de l'univers. Et surtout, il est entièrement bâti sur l'hypothèse que la matière est distribuée uniformément à grande échelle. Ce modèle prédit qu'après le Big Bang, de minuscules fluctuations quantiques de densité ont commencé à s'amplifier sous l'effet de la gravité. Avec le temps, elles ont formé ce que nous nommons la toile cosmique. Il s'agit d'un réseau gigantesque constitué de filaments. À l'intersection de ces filaments se trouvent de massifs amas de galaxies et entre eux d'énormes vides appelés voides, où les galaxies sont pratiquement absentes. Cette structure est corroborée par les simulations informatiques et par les observations. Toutefois, même dans cette toile, il existe une limite d'échelle. Les simulations informatiques basées sur le modèle lambda CDM indiquent que les plus grands filaments et les murs de matière ne devraient pas dépasser le seuil critique d'1,2 milliard d'années-lumière. Or, l'arc géant n'est pas un simple filament. C'est un ensemble complet d'amas de galaxies, alignés le long d'une ligne courbe colossale. Son existence nous confronte à un dilemme. Soit nous avons une chance fantastique, une chance inouïe, d'observer une anomalie statistique d'une telle ampleur dont la probabilité est négligeable. Soit il y a un défaut fondamental dans notre modèle. Peut-être que la gravité ne fonctionne pas exactement comme nous le pensions sur de très longues distances. Peut-être que les propriétés de l'énergie ou de la matière noire sont plus complexes que ce que nous supposons. Ou, hypothèse encore plus intrigante, que des processus inconnus ont été à l'œuvre dans l'univers primordial, capables d'engendrer de telles mégastructures. C'est comme si vous construisiez un château de sable en respectant scrupuleusement toutes les règles et qu'il s'écroulait sans cesse. Puis, vous regardez la plage voisine et vous apercevez un château de sable de la taille d'un gratte-ciel.
Vous savez alors que le constructeur a soit utilisé un ingrédient secret, tel que du ciment, soit qu'il a tout simplement enfreint les lois de la physique. L'arc géant est précisément ce château gratte-ciel qui oblige les cosmologues à se gratter la tête et à réviser leurs instructions pour la construction de l'univers. Ce n'est pas qu'un simple objet, c'est un symptôme qui révèle une potentielle maladie dans nos théories actuelles. Vous avez peut-être cru que l'arc géant était un phénomène unique et isolé, une simple fluctuation que l'on pouvait facilement attribuer à une marge d'erreur. Mais l'aspect le plus troublant est qu'il n'est absolument pas seul. Notre univers contient d'autres structures qui bafouent, elles aussi, les lois de la cosmologie standard. Cela rend l'énigme encore plus profonde. Partons à la découverte de ses proches parents. Une de ses structures les plus célèbres est le Grand Mur de Sloan. Il fut découvert en 2003 dans le cadre du projet Sloan Digital Sky Survey. C'est un filament galactique gigantesque, long d'environ 1,4 milliard d'années-lumière. À l'époque de sa découverte, c'était le plus grand objet connu de l'univers. Il dépassait déjà la limite théorique admise, bien que de manière moins spectaculaire que l'arc géant. Son existence a provoqué de vifs débats au sein de la communauté scientifique. Certains ont avancé qu'il ne s'agissait pas d'une structure unique liée par la gravité, mais d'un simple alignement fortuit de filaments plus petits qui, vus de la Terre, ne forment qu'une seule ligne. Mais même cette configuration apparaissait étrangement ordonnée. Mais ce n'est pas tout. En 2013, des astronomes analysant la répartition des sursauts gamma ont découvert quelque chose d'encore plus colossal. Les sursauts gamma sont les explosions les plus puissantes de l'univers. Ils constituent d'excellents phares pour éclairer ces recoins les plus lointains. C'est dans les constellations d'Hercule et de la couronne boréale qu'une zone présentant une concentration anormalement élevée de ces sursauts a été identifiée. Cette zone a formé une structure baptisée le Grand Mur d'Hercule couronne boréale. Sa taille estimée est sidérante, près de 10 milliards d'années-lumière. C'est presque un dixième de l'univers observable dans son ensemble. Si son existence venait à être définitivement confirmée, ce ne serait pas seulement une fissure dans les fondations de la cosmologie. Cela signifierait que toutes nos bases théoriques sont construites sur du sable. L'existence d'un tel mur contredit à ce point le modèle standard que beaucoup de scientifiques restent sceptiques, évoquant des erreurs d'observation systématiques ou une mauvaise interprétation des données. Au-delà de ces géants, il existe d'autres structures, peut-être moins massives, mais toujours anormalement grandes. Prenons l'exemple du grand groupe de quasars, qui s'étend sur 4 milliards d'années-lumière. Tous ces objets, y compris notre arc géant, forment une sorte de club des transgresseurs. On dirait qu'ils se sont ligués pour nous démontrer que l'univers, à grande échelle, est bien plus complexe et structuré que ce que nous imaginions. Ce n'est plus une seule anomalie, mais une véritable série d'anomalies. Et quand les anomalies commencent à former un système, elles pointent vers une loi. Le défi pour les scientifiques est de comprendre quelle est cette nouvelle loi et quels nouveaux principes de physique se cachent derrière elle. Le fait est là, incontestable. L'univers abrite des structures qui, d'après nos meilleures théories actuelles, ne devraient tout simplement pas exister. La communauté scientifique ne peut évidemment pas se permettre d'ignorer une telle anomalie. C'est pourquoi différentes hypothèses sont activement étudiées pour tenter d'expliquer ce phénomène. Analysons les plus plausibles, ou du moins celles qui sont les plus rigoureuses scientifiquement. La première, et la plus simple, disons la plus ennuyeuse, est celle de la fluctuation statistique. En d'autres termes, nous avons eu de la chance. L'univers est tellement vaste que même les événements les plus improbables sont censés se produire quelque part, à un moment donné. Il se pourrait que le grand arc soit simplement l'équivalent cosmique d'une victoire à la loterie 100 fois de suite. C'est théoriquement possible, mais en pratique,
la probabilité est quasi nulle. Les scientifiques qui ont découvert cet arc ont estimé cette probabilité à 1 contre 100 000. Cela signifie qu'il faudrait observer 100 000 régions de l'univers de volume équivalent pour y dénicher une structure similaire. Étant donné que nous détectons également d'autres anomalies de ce type, il devient de plus en plus difficile de tout imputer à de simples coïncidences. La deuxième hypothèse, beaucoup plus séduisante, est liée à ce qu'on appelle les cordes cosmiques. Il s'agit d'objets hypothétiques qui auraient pu apparaître dans les tout premiers instants suivant le Big Bang. Imaginez l'eau qui gèle. Lorsque la glace se forme, des défauts et des fissures peuvent apparaître. Les cordes cosmiques sont un phénomène similaire, mais à l'échelle de l'univers entier. Ce sont des filaments extrêmement minces, mais incroyablement denses et massifs, qui sont restés après les transitions de phase qui ont marqué l'univers primordial. La théorie suggère que ces cordes, dotées d'une gravité colossale, auraient pu servir de germe à la formation des structures supermassives. Les galaxies et le gaz auraient été attirés vers ces filaments comme de la limaille de fer vers un aimant, formant des structures étirées bien plus grandes que celles que pourrait engendrer la seule gravité classique. Si cette hypothèse est avérée, le grand arc pourrait représenter la première preuve observationnelle directe de l'existence des cordes cosmiques. Ce serait une découverte digne du prix Nobel, car elle validerait de nombreux aspects de la théorie des cordes et de la physique au-delà du modèle standard. Cependant, l'existence des cordes cosmiques demeure, pour l'instant, purement théorique. Nous n'avons observé aucune autre de leurs manifestations, comme les distorsions spécifiques qu'elles devraient laisser dans le fond diffus cosmologique. Cette hypothèse, aussi élégante soit-elle, nécessite donc des preuves substantielles. Chercher des réponses dans le cadre de la physique connue est toujours le premier réflexe. Et ces efforts prouvent à quel point les scientifiques prennent au sérieux le défi lancé par l'énigme du grand arc. Poursuivant notre exploration des explications scientifiques, nous ne pouvons ignorer la possibilité que nos conceptions fondamentales sur la gravité ou la composition de l'univers soient incomplètes. Et si le problème ne résidait pas dans le hasard, ni dans des objets exotiques comme les cordes cosmiques, mais dans les règles du jeu elles-mêmes? La troisième hypothèse suggère de modifier la théorie de la gravité. La théorie de la relativité générale d'Einstein fonctionne brillamment, que ce soit à l'échelle du système solaire ou même des galaxies. Cependant, nous ne l'avons jamais testée avec une telle précision à l'échelle de milliards de milliards d'années-lumière. Peut-être qu'à ces distances colossales, la gravité se comporte différemment. Il existe des théories alternatives, comme M-Wand pour dynamique newtonienne modifiée, ou les théories avec des dimensions supplémentaires, qui postulent que l'interaction gravitationnelle pourrait s'intensifier sur de très longues distances. Si tel était le cas, la formation de ces structures gigantesques se serait déroulée bien plus efficacement que ne le prédit le modèle standard. Cela permettrait d'expliquer l'apparition de l'arc géant et de la grande muraille, Hercule-Couronne, boréale sans faire appel à des phénomènes exotiques. Toutefois, modifier la théorie de la gravité est une démarche extrêmement sérieuse. La relativité générale est une théorie d'un succès et d'une robustesse remarquables. Toute modification devrait non seulement expliquer ces nouvelles anomalies, mais aussi être en parfait accord avec toutes les observations antérieures déjà confirmées. Jusqu'à présent, aucune des théories gravitationnelles modifiées n'a réussi à le faire entièrement, tout en conservant l'élégance et la force prédictive de la théorie d'Einstein. La quatrième piste de réflexion concerne la nature de la matière noire et de l'énergie noire. Dans le modèle standard lambda-CDM, la matière noire est considérée comme froide, c'est-à-dire composée de particules se déplaçant lentement et interagissant uniquement par gravité. Quant à l'énergie noire, elle est vue comme une constante cosmologique, uniformément étalée dans l'espace et responsable de l'expansion accélérée de l'univers.
Mais que se passerait-il si tout était plus complexe? Certains modèles suggèrent l'existence d'une matière noire, tiède ou chaude, dont les particules se déplaceraient 10 et plus vite. Cela modifierait la formation des structures, généralement dans le sens de leur suppression plutôt que de leur amplification. L'hypothèse la plus prometteuse semble être que l'énergie noire ne soit pas une constante. Il est possible que sa densité ait varié au fil du temps, ou qu'elle puisse interagir avec la matière noire. Ces modèles de quintessence ou d'énergie noire couplée pourraient mener à des scénarios de croissance de structures non standards. Par exemple, si l'énergie noire était plus faible dans le passé, la gravité aurait eu plus de temps pour amasser la matière en conglomérats gigantesques. Toutes ces hypothèses démontrent que l'arc géant n'est pas qu'une simple énigme. C'est une clé qui pourrait nous ouvrir la porte vers une nouvelle physique. Cette découverte nous oblige à nous poser des questions très profondes sur la nature de la réalité. Et chacune de ces questions nous fait avancer sur le chemin de la connaissance de l'univers, même si la réponse finale nous est encore dissimulée. Il existe une 5e hypothèse scientifique qui se démarque des autres. Elle n'appelle pas à une nouvelle physique, mais remet en question la méthode même que nous utilisons pour mesurer l'homogénéité de l'univers. Et si le problème ne venait pas de l'univers, mais de nous, plus précisément de la manière dont nous l'observons? Cette idée est liée à ce que l'on appelle les oscillations acoustiques baryoniques, ou BAO. Ça paraît très technique, mais décortiquons ça. Dans l'univers primordial, alors qu'il n'était qu'une soupe chaude et dense de particules et de rayonnements, des ondes sonores se propageaient dans ce plasma. Un peu comme les ondulations créées par une pierre jetée dans l'eau. Ces ondes formaient des zones de densité légèrement plus élevées ou légèrement plus faibles. Lorsque l'univers s'est étendu et refroidi, ces ondes se sont pour ainsi dire figées, laissant derrière elles une trace caractéristique. Elles ont créé une échelle de distance privilégiée dans la distribution des galaxies. Si vous prenez n'importe quelle galaxie, il y a une probabilité légèrement plus forte d'en trouver une autre à environ 500 millions d'années-lumière d'elle. C'est ça, l'échelle des oscillations acoustiques baryoniques. Cette échelle est utilisée par les cosmologues comme une règle standard pour mesurer les distances dans l'univers et étudier son expansion. L'hypothèse est que le grand arc pourrait être la manifestation de ces oscillations, mais à une échelle jamais observée jusqu'à présent. Peut-être qu'il ne s'agit pas d'une seule structure liée, mais de plusieurs amas qui se sont simplement retrouvés sur la crête de cette ancienne vague acoustique. De notre point de vue, cela ressemble à un arc unique, mais ce n'est en réalité qu'une illusion créée par cette distance privilégiée entre les amas. Cette hypothèse est élégante, car elle s'appuie sur des processus physiques déjà bien établis. Cependant, elle présente aussi des lacunes. Premièrement, la taille de l'arc, 3,3 milliards d'années-lumière, est tout de même beaucoup trop grande pour n'être qu'une simple vague. Il faudrait qu'il s'agisse d'une interférence de plusieurs ondes extrêmement complexes et peu probables. Deuxièmement, la forme de l'arc, une courbe lisse et régulière, ne correspond pas vraiment aux coquilles sphériques que devraient créer ces oscillations acoustiques. Cela ressemble davantage à un filament, un long brin du réseau cosmique. Néanmoins, cette possibilité ne doit pas être écartée. Il est possible que notre compréhension des oscillations acoustiques baryoniques et de leur influence sur la structure à grande échelle soit encore incomplète. Il se peut qu'il existe des effets de résonance ou d'autres mécanismes capables d'amplifier ces ondes et d'aligner les galaxies en des motifs aussi gigantesques. Cette hypothèse est un bon exemple de la façon dont les scientifiques cherchent à trouver des explications au sein du paradigme existant avant d'en déclarer la faillite. Elle démontre que même les anomalies les plus étranges peuvent n'être que la manifestation de lois de la nature déjà connues, mais encore incomplètement comprises. Laissons maintenant de côté un instant les hypothèses strictement scientifiques et permettons-nous de rêver un peu. Après tout,
Le titre de cet exposé nous promettait bien « La trace des dieux ». Une structure aussi grandiose pourrait-elle être autre chose qu'une œuvre de la nature? Pourrait-elle être artificielle? De prime abord, l'idée relève de la pure science-fiction. Mais approchons-nous-en par le prisme scientifique, en utilisant un concept bien connu, l'échelle de Kardashev. En 1964, l'astronome soviétique Nikolai Kardashev a proposé de classifier les civilisations extraterrestres hypothétiques selon leur niveau de consommation énergétique. Une civilisation de type I est capable d'utiliser l'intégralité de l'énergie de sa propre planète. Une civilisation de type 2 maîtrise l'énergie de son étoile, par exemple à l'aide d'une sphère de Dyson. Quant à la civilisation de type 3, elle représente quelque chose d'inimaginable. Elle contrôle l'énergie de l'intégralité de sa galaxie. Une telle entité serait capable de mener des projets d'une ampleur véritablement cosmique, déplacer des étoiles, créer des mondes artificiels, ou même modifier la structure même de la galaxie. Mais que se passerait-il s'il existait un quatrième type, une civilisation qui a dépassé les limites de sa propre galaxie et qui opère à des échelles intergalactiques? Que pourrait construire une civilisation de ce niveau? Une telle astro-ingénierie serait indiscernable des phénomènes naturels. Peut-être créerait-elle des structures gigantesques pour y vivre, pour le calcul, ou pour des objectifs que nous sommes incapables de concevoir. Par exemple, pour capter l'énergie du gaz intergalactique, ou pour établir des corridors de transport ultra rapides entre les galaxies. Le Grand Arc pourrait-il être un tel projet? Sa forme, ce long filament étiré, pourrait théoriquement être optimale pour la collecte de matière ou d'énergie le long d'un filament de la toile cosmique. L'agencement des galaxies dans l'arc ne serait alors pas aléatoire, mais optimisé pour une tâche spécifique. Cette idée, bien sûr, n'est que pure spéculation. Nous n'avons absolument aucune preuve d'une origine artificielle de l'arc. De plus, de nombreux arguments vont à l'encontre de cette hypothèse. Prenez le facteur temps, par exemple. La lumière de l'arc a voyagé pendant plus de 9 milliards d'années pour nous atteindre. Cela signifie que la structure existait déjà lorsque l'univers était encore très jeune. L'émergence et le développement d'une civilisation de type 4, dans un laps de temps aussi court, semblent extrêmement improbables. En outre, le spectre d'émission des galaxies au sein de l'arc ne révèle rien d'anormal, aucun signe d'activité d'astro-ingénierie. Mais, en tant qu'expérience de pensée, l'idée reste fascinante. Si nous admettons l'existence d'une super-intelligence, ces créations n'ont pas nécessairement vocation à nous être compréhensibles. Il est possible que nous n'apercevions que la carcasse abandonnée d'un projet ancien. Ou, au contraire, qu'il s'agisse d'une structure en activité dont nous sommes incapables de saisir la finalité, tout comme une fourmi ne peut comprendre la fonction de l'autoroute qu'elle est en train de traverser. Cette hypothèse nous pousse au-delà des limites de la science établie et nous force à réfléchir à notre place dans l'univers et aux limites de notre propre imagination. Dans la continuité de notre réflexion spéculative, penchons-nous sur une autre idée, celle-là véritablement vertigineuse. Et si l'arc géant et d'autres structures similaires n'étaient pas de simples projets d'ingénierie, mais quelque chose de beaucoup plus fondamental? Et si c'était le signe que notre univers est lui-même une sorte d'ordinateur géant ou un projet d'ingénierie? Cette conception est connue sous le nom d'hypothèse de la simulation. L'idée que notre réalité puisse être une construction artificielle n'est pas neuve. Elle prend sa source dans la philosophie, mais a connu un regain d'intérêt spectaculaire ces dernières années grâce à l'avancement de l'informatique. Nous créons nous-mêmes des mondes simulés complexes dans les jeux vidéo et les modèles scientifiques. Qu'est-ce qui empêcherait une civilisation plus développée de simuler un univers entier, nous incluant vous et moi? Dans le contexte de l'arc géant, cette hypothèse pourrait se manifester de la manière suivante. Toute simulation, quelle qu'elle soit, est soumise à des limites de puissance de calcul.
les concepteurs de cette simulation auraient pu avoir recours à des raccourcis ou à des optimisations pour économiser des ressources. Par exemple, au lieu de calculer la position de chaque particule dans l'univers, ils pourraient avoir utilisé une grille ou un maillage à grande échelle. Dans ce cas, la répartition de la matière ne serait pas vraiment aléatoire et homogène. Elle suivrait ce patron de base. L'arc géant et d'autres mégastructures pourraient alors n'être que des artefacts de cette grille, des coutures ou des pixels de notre réalité simulée. Ils ne devraient pas exister selon la physique implémentée dans la simulation, mais leur existence manifesterait un niveau plus fondamental, le niveau matériel de cette simulation. Cette idée relève de la science-fiction, mais des physiciens et des philosophes la prennent très au sérieux. Ils proposent même des méthodes pour la tester. On pourrait, par exemple, rechercher dans les lois de la physique des signes de discrétisation, c'est-à-dire que l'espace et le temps sont composés de plus petits quanta, indivisibles, comme des pixels sur un écran. On pourrait aussi chercher des anomalies dans la simulation, des bugs, qui se manifesteraient par des violations des lois fondamentales de la nature. L'arc géant pourrait-il être un tel bug? Ou, au contraire, ne s'agit-il pas d'une anomalie, mais d'un signe délibérément laissé, la signature des créateurs? Peut-être voulait-il que, parvenus à un certain niveau de développement, nous découvrions ces structures et réalisions que le monde est loin d'être aussi simple qu'il y paraît. Bien sûr, il ne s'agit là que d'un exercice philosophique. L'hypothèse de la simulation est, par nature, presque infalsifiable. Toute preuve allant à son encontre pourrait être interprétée comme faisant partie intégrante de la simulation elle-même. Mais elle a le mérite d'élargir les limites de notre pensée et de nous rappeler que les choses les plus évidentes, comme la nature de la réalité, pourraient être tout autres que ce que nous imaginons. Laissez-moi vous ramener sur Terre. Oublions un instant les hypothèses de simulation pour aborder des questions plus concrètes, mais tout aussi cruciales. Comment se déroule concrètement le processus de découverte et de vérification d'objets comme l'arc géant? Ce n'est pas aussi simple que de jeter un œil dans un télescope et de l'apercevoir. C'est le fruit d'un travail minutieux sur des volumes colossaux de données. Tout commence par les grands relevés célestes, des projets comme le Sloan Digital Sky Survey, ou SDSS, ou le plus récent Dark Energy Survey, DES, scannent méthodiquement le ciel pendant des années. Ils mesurent la position et les propriétés de millions, voire de milliards de galaxies, créant ainsi des cartes tridimensionnelles gigantesques de l'univers. Ces cartes ne sont toutefois pas un produit fini. Ce sont des données brutes qui nécessitent un traitement intensif. Il faut corriger de nombreux facteurs: l'absorption de la lumière par la poussière de notre propre galaxie, les erreurs instrumentales des télescopes, sans oublier les effets de lentilles gravitationnelles qui déforment la position réelle des objets lointains. Une fois les données nettoyées, la phase la plus excitante commence: la recherche de structures. Pour cela, on utilise des algorithmes statistiques complexes. Ils parcourent cet ensemble gigantesque de points à la recherche de zones de densité accrue. C'est un peu comme chercher des constellations dans le ciel, mais en 3 dimensions et avec des milliards de points au lieu de quelques étoiles. Les algorithmes peuvent adopter différentes approches. On pense, par exemple, à la méthode Friends of Friends, qui relie en un seul groupe les galaxies situées très proches les unes des autres, ou encore aux méthodes basées sur la recherche d'amas et l'analyse de la topologie de la toile cosmique. C'est justement en analysant non pas les galaxies elles-mêmes, mais les spectres d'absorption des quasars, que l'équipe d'Alexia Lopez a pu découvrir l'arc géant. Ils ont constaté que, dans une région spécifique de l'espace, la lumière des quasars lointains était systématiquement absorbée par des ions de magnésium. Cela indique la présence d'une quantité massive de gaz intergalactique et, par conséquent, de galaxies. Mais une simple détection ne suffit pas. Vient ensuite la phase de vérification.
les scientifiques doivent prouver que ce qu'ils observent n'est ni une erreur, ni un artefact. Ils revérifient leurs calculs, utilisent d'autres méthodes d'analyse pour s'assurer de la reproductibilité du résultat et cherchent à déterminer si cet effet ne pourrait pas être causé par des erreurs instrumentales ou systématiques connues. L'une des étapes les plus cruciales est la vérification de la signification statistique. Les chercheurs créent des milliers de simulations de l'univers basées sur le modèle cosmologique standard. Dans ces simulations, ils recherchent des structures similaires à celles qu'ils ont détectées. Si de telles structures apparaissent fréquemment dans les simulations, l'observation réelle est probablement le fruit du hasard. Mais si, comme dans le cas de l'arc géant, des milliers de simulations ne parviennent pas à reproduire une structure similaire, cela témoigne d'une signification statistique élevée pour la découverte. Cela implique que le phénomène observé est très probablement réel et nécessite une explication qui pourrait bien sortir du cadre du modèle standard. C'est ce processus long et rigoureux qui garantit que les déclarations scientifiques concernant des découvertes aussi retentissantes reposent sur une base solide. Maintenant que nous avons compris comment ces structures sont découvertes, la question qui s'impose est: quelle est la prochaine étape? Quel avenir pour l'étude de l'arc géant et des autres anomalies cosmiques de grande envergure? La science n'est jamais figée. Les astronomes ont des plans bien précis pour éclaircir ce mystère. Au cours des prochaines années, de nouveaux télescopes et d'immenses campagnes d'observation, encore plus performants, entreront en service. L'un des plus attendus est sans conteste le télescope de l'observatoire Vera C. Rubin au Chili. Sa mission principale sera de mener le Legacy Survey of Space and Time, ou LSST, une vaste étude du ciel s'étalant sur 10 ans. Ce télescope sera capable de cartographier des milliards de galaxies, produisant ainsi la carte tridimensionnelle de l'univers la plus détaillée jamais réalisée. Avec un tel volume de données, nous pourrons non seulement affiner notre connaissance des structures déjà repérées, comme l'arc géant, mais aussi en découvrir une multitude d'autres. Nous serons en mesure d'établir un véritable recensement des mégastructures cosmiques afin de déterminer si elles constituent de rares exceptions ou, au contraire, un phénomène courant. Cela nous donnera l'occasion de tester les prédictions du principe cosmologique avec une précision nettement supérieure. Un autre instrument puissant est le télescope spatial Euclide, lancé par l'Agence spatiale européenne, l'ESA. Sa mission est d'étudier la géométrie de l'univers sombre. Il mesurera la forme et la répartition des galaxies avec une exactitude inédite. Cela nous aidera non seulement à cartographier la distribution de la matière, mais aussi à comprendre comment cette structure a grandi et évolué au fil du temps. En comparant des cartes de l'univers à différentes époques, nous pourrons observer comment les structures gigantesques se sont formées. Sont-elles apparues soudainement? Ou ont-elles grandi lentement sur des milliards d'années? La réponse à cette question pourrait nous aider à trancher entre différentes théories. Par exemple, entre la théorie des cordes cosmiques et les modèles de gravité modifiés. De plus, d'autres méthodes d'observation viendront en renfort. Par exemple, l'étude du rayonnement fossile ou fond diffus cosmologique, via de futures missions spatiales, permettra de rechercher des traces laissées par ces structures gigantesques ou par des processus physiques exotiques dans l'univers primordial. Par ailleurs, les détecteurs d'ondes gravitationnelles de nouvelle génération pourraient bien enregistrer directement les oscillations de l'espace-temps provoquées par les cordes cosmiques, si tant est qu'elles existent réellement. En résumé, la prochaine décennie promet d'être une véritable révolution pour la cosmologie. Nous sommes en train de passer de la simple détection d'anomalies isolées à leur étude systématique et approfondie. L'arc géant et ses cousines cesseront d'être de simples curiosités pour devenir des objets d'investigation majeurs.
Il est fort possible que ces structures nous ouvrent la voie vers une nouvelle image du monde, beaucoup plus complète. L'énigme du mur des dieux pourrait bien être résolue de notre vivant. Revenons-en au principe cosmologique. Nous avons longuement abordé la façon dont l'arc géant semble le contredire. Mais que se passerait-il si ce principe n'était, dès le départ, qu'une simplification de commodité plutôt qu'une vérité fondamentale? Et si, en réalité, l'univers était fractal? Cette idée d'un univers fractal n'est pas nouvelle. Dès le XXe siècle, des astronomes et mathématiciens, dont Benoît Mandelbrot, émettaient l'hypothèse que la structure de répartition des galaxies pourrait être autosimilaire. Autrement dit, les motifs que nous observons à petite échelle, les amas de galaxies, se répliquent aux échelles supérieures et potentiellement à l'infini. Dans une structure fractale, il n'y a pas d'échelle privilégiée, pas de limite. Quelle que soit la distance à laquelle vous vous éloignez, vous ne distinguerez jamais un tableau uniforme. Vous verrez toujours des amas d'amas, des superamas de superamas, et ainsi de suite. Dans un tel univers, il n'y aurait aucune limite théorique à la taille des structures. L'arc géant, la grande muraille de Sloan, la grande muraille Hercule-Couronne boréale, toutes ces structures ne seraient que des maillons supplémentaires, plus grands, dans cette hiérarchie sans fin. Cette idée est incroyablement élégante et séduisante. Elle rend superflue toute explication exotique. Les mégastructures ne sont plus des anomalies, mais une conséquence naturelle de la géométrie fractale de l'univers. Cependant, cette hypothèse se heurte à de sérieux obstacles. La majorité des observations continue d'appuyer le principe cosmologique. Prenez par exemple le fond diffus cosmologique qui nous parvient de toutes parts. Il est incroyablement homogène. Sa température est la même dans toutes les directions, à une partie sur 100 000 près. C'est un argument extrêmement puissant en faveur d'un univers primitif presque parfaitement uniforme. Il est difficile d'imaginer comment une structure fractale à toutes les échelles pourrait se développer à partir d'un état initial aussi uniforme. De plus, les études modernes des galaxies, comme le SDSS, indiquent qu'à l'échelle de quelques centaines de millions d'années-lumière, l'univers commence bel et bien à apparaître homogène. La fractalité, si elle existe, semble s'arrêter à ce niveau. Les structures comme l'arc géant posent justement problème car elles violent cette tendance observée à l'uniformité aux très grandes échelles. Néanmoins, le débat sur la fractalité de l'univers persiste. Certains scientifiques soutiennent que nous n'avons peut-être pas encore atteint l'échelle à laquelle l'homogénéité se manifeste réellement. Il est possible qu'elle soit simplement beaucoup plus grande que nous ne le pensions. Dans ce scénario, le principe cosmologique ne serait pas invalidé, mais modifié, en spécifiant une nouvelle échelle d'homogénéisation beaucoup plus vaste. Cela permettrait de préserver les fondements du modèle standard, tout en nécessitant une révision de certains paramètres liés à la vitesse de croissance des structures. Il est donc possible que l'arc géant ne soit pas un signe de violation, mais plutôt un guide, nous indiquant la véritable échelle de l'uniformité de notre cosmos. Concentrons-nous sur les implications philosophiques et les conséquences métaphysiques que soulève la découverte de l'arc géant. La science n'est pas qu'un simple recueil de faits et de formules. Elle façonne notre vision du monde et notre place au sein de celui-ci. Chaque fois qu'un changement fondamental survient dans le domaine scientifique, notre vision du monde s'en trouve profondément modifiée. Depuis l'ère de Copernic, la science a progressivement et méthodiquement déclassé le statut de l'humanité. Nous avons d'abord appris que la Terre n'était pas le centre de l'univers, puis que le Soleil n'était qu'une étoile parmi des milliards dans notre galaxie, et enfin que notre galaxie n'était qu'une parmi des milliards d'autres. Le principe cosmologique fut l'apothéose de cette idée, le fameux principe de médiocrité. Il nous enseignait que non seulement notre localisation n'était pas spéciale, mais qu'il n'existait aucun lieu particulier dans l'univers.
À grande échelle, tout était uniforme. Cette conception dessinait un univers peut-être infiniment vaste, mais aussi étrangement monotone et prévisible. Nous vivons dans un coin aléatoire d'un cosmos certes gigantesque, mais parfaitement homogène. Or, la découverte de l'arc géant et d'autres mégastructures porte un coup sévère à cette vision du monde. Si le principe cosmologique ne tient plus, cela implique qu'il pourrait exister des lieux et des directions privilégiés dans l'univers. L'univers pourrait être non homogène, structuré, ayant potentiellement un centre ou des axes distincts. Cela ne signifie pas nécessairement que nous nous trouvons dans un lieu spécial. Au contraire, nous pourrions résider dans une région particulièrement ennuyeuse, tandis que, quelque part près de l'arc géant ou du grand mur, une toute autre vie cosmique s'agite. Cela réintroduit un élément de mystère et d'imprévisibilité dans notre perception. L'univers n'apparaît plus comme une simple soupe uniformément mélangée, mais comme un organisme complexe, multiniveau, doté de sa propre anatomie. Ces découvertes impactent également notre quête de vie extraterrestre. Si l'univers est hétérogène, les conditions propices à l'émergence de la vie pourraient être distribuées de manière inégale. Il pourrait exister des zones de vie gigantesques, où la concentration de galaxies, d'étoiles et de planètes habitables est bien plus élevée. Chercher la vie au hasard dans un tel univers reviendrait à chercher une oasis dans le désert, les yeux bandés. Peut-être devrions-nous concentrer nos efforts de recherche précisément sur ces structures monumentales. D'un autre côté, si ces structures s'avéraient être artificielles, cela bouleverserait absolument tout. Cela signifierait que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, et pas seulement cela. Nous serions une civilisation incroyablement jeune et primitive comparée à celle capable de modifier le cosmos à de telles échelles. Ce serait à la fois la plus grande découverte de l'histoire de l'humanité et le plus grand choc existentiel. Ainsi, l'arc géant n'est pas un simple objet astronomique. C'est un véritable défi cosmologique et philosophique qui nous contraint à reposer les questions les plus fondamentales. Qu'est-ce que l'univers et quelle est notre place en son sein? Abordons maintenant la façon dont l'arc géant est lié à l'une des plus grandes énigmes de la physique contemporaine, le problème de l'énergie noire. Comme mentionné précédemment, l'énergie noire est cette substance hypothétique que l'on pense responsable de l'expansion accélérée de l'univers. Dans le modèle standard lambda CDM, elle est représentée par la constante cosmologique ou l'énergie du vide. Cela implique que sa densité reste constante dans le temps et dans l'espace. Elle agit essentiellement comme une force antigravitationnelle, repoussant les galaxies les unes des autres. L'observation des supernovae de type Ia, du fond diffus cosmologique et de la structure à grande échelle confirme l'existence de cette accélération. Pourtant, la nature exacte de l'énergie noire demeure un mystère total. Les calculs théoriques de sa valeur, basés sur la physique quantique, divergent du chiffre observé par 120 d'ordre de grandeur. C'est la plus grande disparité entre la théorie et l'expérience de toute l'histoire scientifique. Et c'est là que l'arc géant entre en jeu. La formation des structures dans l'univers résulte d'un bras de fer constant entre deux forces. La gravitation, qui cherche à rassembler la matière, et l'énergie noire, qui cherche à la repousser. Si l'énergie noire est réellement une constante cosmologique, son effet répulsif aurait dû freiner la croissance des structures extrêmement massives. Les simulations indiquent que dans un tel univers, des objets de la taille de l'arc géant n'auraient tout simplement pas eu le temps de se former en 13,8 milliards d'années. Cependant, si l'énergie noire n'est pas une constante, mais qu'elle a évolué au fil du temps, la situation pourrait être différente. Par exemple, si dans le passé, à l'époque où l'arc se formait, la densité de l'énergie noire était nettement inférieure à ce qu'elle est aujourd'hui, la gravitation aurait eu plus de liberté d'action.
Elle aurait pu rassembler la matière en conglomérats beaucoup plus massifs. Ce n'est que plus tard que l'énergie noire aurait pu s'activer à pleine puissance pour démarrer l'expansion accélérée de l'univers. Ces modèles, où l'énergie noire évolue, sont appelés modèles de quintessence. L'existence de l'arc géant pourrait être interprétée comme une preuve indirecte en faveur de ces modèles. Il semble nous dire « Regardez-moi. Pour que je puisse exister, la gravité devait être plus forte dans le passé, et donc l'énergie noire plus faible. Bien sûr, ce n'est pas une preuve directe, mais c'est un fragment essentiel du puzzle. En étudiant la distribution et la taille des structures les plus grandes de l'univers à différentes époques, nous pouvons reconstituer l'histoire de son expansion et, par conséquent, comprendre le comportement de l'énergie noire. L'arc géant, situé à plus de 9 milliards d'années-lumière, nous offre un cliché unique de l'univers à son âge adolescent. Et ce cliché suggère que cet adolescent était beaucoup plus musclé et structuré que prévu. Ceci nous oblige à revoir nos idées sur la force qui dicte sa croissance actuelle. Outre l'énergie noire, la cosmologie cache une autre énigme obscure, la matière noire. Et il se pourrait bien que l'arc géant y soit également lié. On estime que la matière noire représente environ 27% de la masse énergie de l'univers. Elle n'émet, n'absorbe ni ne réfléchit la lumière, ce qui la rend invisible directement. Son existence n'est trahie que par son seul impact gravitationnel sur la matière ordinaire, celle que nous voyons. C'est la gravité de la matière noire qui empêche les galaxies de s'échapper et qui façonne l'ossature du réseau cosmique sur laquelle la matière ordinaire vient ensuite s'agréger. Dans le modèle standard, comme nous l'avons déjà mentionné, la matière noire est considérée comme froide, Cold Dark Matter, ou CDM. Cela signifie qu'elle est composée de particules lourdes se déplaçant lentement. Ce modèle rend bien compte de la formation des structures à l'échelle des galaxies et des amas. Mais, comme nous le voyons, il rencontre des difficultés aux plus grandes échelles. Il est incapable d'expliquer l'existence de l'arc géant. Et si la nature de la matière noire était plus complexe, des modèles alternatifs existent. Par exemple, la matière noire tiède, Warm Dark Matter, ou WDM, est composée de particules plus légères et plus rapides. Ce type de matière supprime la formation des structures les plus petites, comme les galaxies naines, mais elle pourrait également influencer la structure à grande échelle, même si ce n'est pas exactement de la manière dont nous aurions besoin pour expliquer l'arc. La possibilité que la matière noire puisse interagir avec elle-même ou même avec l'énergie noire est encore plus intrigante. Dans le modèle standard, elle n'interagit qu'avec la gravité. Mais si elle possédait d'autres interactions, plus faibles, cela pourrait engendrer de nouveaux effets. Par exemple, la matière noire auto-interagissante pourrait former des halos plus denses et plus concentrés autour des galaxies. Et une interaction avec l'énergie noire pourrait modifier la vitesse de croissance des structures. Il existe des pistes encore plus exotiques. Par exemple, la matière noire pourrait être composée de plusieurs éléments aux propriétés distinctes. Ou bien, elle pourrait passer d'un état à un autre. Ou encore, elle ne serait pas du tout constituée de particules, mais plutôt une manifestation de la gravité modifiée. Comment l'arc géant pourrait-il nous éclairer? En étudiant la structure détaillée de l'arc, la distribution exacte des galaxies, leur vitesse, la répartition du gaz, nous pourrions obtenir des informations sur les propriétés du champ gravitationnel qu'il a façonné. Or, ce champ est principalement créé par la matière noire. S'il s'avérait que la densité de la matière dans l'arc n'est pas distribuée comme le prédit le modèle de matière noire froide, cela constituerait un argument fort en faveur des théories alternatives. Par exemple, si la densité au centre du filament était moins élevée que prévu, cela pourrait indiquer une matière noire tiède ou auto-interagissante. Ainsi,
l'arc géant n'est pas seulement un défi lancé aux principes cosmologiques, c'est aussi un laboratoire unique pour étudier la nature de la matière noire. Sa taille colossale amplifie tout écart par rapport aux modèles standards, les rendant plus visibles pour nos télescopes. Parlons d'un aspect important que nous n'avons pas encore abordé. L'arc géant n'est pas un simple hasard spatial. Il se trouve dans une région du ciel très spécifique et fascinante, la constellation du Bouvier. Et ce n'est pas anodin, car c'est dans cette même direction, celle du Bouvier, que se trouve une autre anomalie bien connue, le vide du Bouvier ou la grande vacuité. Il s'agit d'une région gigantesque, presque sphérique, mesurant environ 330 millions d'années-lumière de diamètre et qui est quasiment dépourvue de galaxies. Si notre propre galaxie se trouvait au centre de ce vide, nous n'aurions découvert l'existence des autres galaxies qu'autour des années 1960. La densité de matière au sein du vide du Bouvier est si faible que son existence représente également un défi pour la cosmologie standard, même si le problème est moins pressant que celui posé par l'arc géant. Mais voici l'aspect le plus fascinant. L'arc géant se situe approximativement sur la même ligne de visée que le vide du Bouvier, mais à une distance bien supérieure. L'arc se trouve à 9,2 milliards d'années-lumière, tandis que le vide n'est qu'à environ 700 millions d'années-lumière. À première vue, il n'y a aucun rapport physique. Pourtant, en cosmologie, ces coïncidences dans la direction d'observation sont toujours intrigantes. Existe-t-il un lien physique réel entre eux? C'est peu probable, étant donné la distance colossale qui les sépare. Mais peut-être cela révèle-t-il que cette région spécifique de l'univers est, pour une raison ou une autre, singulière. Que dans cette direction, la structure globale de l'univers est plus contrastée, présentant des vides plus vastes et des murs galactiques plus massifs. Ceci pourrait provenir des fluctuations de densité primordiale survenues juste après le Big Bang. Peut-être y a-t-il eu une fluctuation positive d'une ampleur exceptionnelle qui s'est transformée avec le temps en l'arc géant, ainsi qu'une fluctuation négative particulièrement forte qui a donné naissance au vide du Bouvier. Cela nous ramène à l'hypothèse selon laquelle l'univers ne serait pas parfaitement isotrope. Peut-être posséderait-il un axe privilégié, le long duquel les structures se sont formées de manière plus active. D'ailleurs, certaines études portant sur le fond diffus cosmologique suggèrent également l'existence d'un tel axe privilégié, qu'on a même surnommé l'Oaska. L'axe du mal, car il contredit directement le principe cosmologique. Et cet axe, selon certaines données, pointerait justement dans cette même direction. Certes, tout ceci pourrait se résumer à une simple série de coïncidences. Mais lorsque les coïncidences s'accumulent, les scientifiques se mettent à traquer une loi fondamentale. Le voisinage céleste d'objets si différents, mais tous deux anormaux, l'arc ultra-dense et lointain, face au vide ultra-creux et plus proche, constitue une énigme supplémentaire que nous devons résoudre. Peut-être sont-ils les deux faces d'une même pièce, deux manifestations d'un processus unique, encore inconnu, qui sculpte la structure de notre univers aux échelles les plus grandioses. Nous avons discuté de nombreuses hypothèses, des plus scientifiques aux plus fantaisistes. Mais posons-nous la question, et si nous avions tout faux? Et si l'arc géant n'était en réalité qu'une sorte d'illusion d'optique cosmique? Il existe des phénomènes dans l'espace capables de simuler des structures, là où il n'y en a aucune. Le plus important de ces phénomènes, c'est la lentille gravitationnelle. Selon la théorie de la relativité générale d'Einstein, les objets très massifs, comme les amas de galaxies, déforment l'espace-temps autour d'eux. La lumière des objets lointains, en passant près de ces lentilles, est elle aussi déviée. Résultat, nous pouvons observer des images déformées, agrandies, ou même multiples de galaxies très éloignées. Ce phénomène aurait-il pu créer l'illusion de l'arc géant? Imaginons par exemple qu'un amas massif,
mais invisible, de matière noire se trouve sur la ligne de visée entre nous et l'arc. Il pourrait tordre la lumière des galaxies situées en arrière-plan. Si cet amas avait une forme très allongée, disons cylindrique, il pourrait étirer les images des galaxies d'arrière-plan, les alignant et créant ainsi une fausse arche. Théoriquement, c'est possible. Bien sûr, les astronomes qui ont découvert l'arc ont immédiatement étudié cette éventualité. Ils ont analysé les cartes de la matière visible en amont et n'ont trouvé aucun candidat évident pour jouer le rôle d'une lentille gravitationnelle aussi puissante. Certes, cette lentille pourrait être composée principalement de matière noire et donc être invisible. Mais même dans ce cas, elle devrait posséder une masse absolument incroyable et une forme extrêmement spécifique pour produire un effet d'une telle magnitude. La probabilité d'un tel événement est extraordinairement faible. De plus, la méthode utilisée pour découvrir l'arc, l'analyse des raies d'absorption dans les spectres des quasars, est beaucoup moins sensible aux effets de lentilles gravitationnelles que l'observation directe de galaxies. Les raies d'absorption sont créées par du gaz diffus et il serait encore plus difficile de le regrouper en une arche illusoire via une lentille. Il existe une autre possibilité, plus subtile. Notre mouvement à travers l'univers. Le système solaire se déplace par rapport au centre galactique. Notre galaxie se déplace à l'intérieur du groupe local, et toute notre région se dirige vers ce qu'on appelle le grand attracteur. Tous ces mouvements induisent un effet Doppler qui influence les décalages vers le rouge que nous mesurons, et par conséquent les distances que nous attribuons aux galaxies. Si notre mouvement local était trop complexe, il pourrait introduire des erreurs systématiques dans nos cartes tridimensionnelles, engendrant de fausses structures. Cependant, ces effets sont bien étudiés et pris en compte dans l'analyse des données. Et il est peu probable qu'ils puissent créer une structure aussi cohérente et aussi gigantesque que l'arc. Ainsi, bien que l'hypothèse de l'illusion ne puisse être totalement écartée, la plupart des scientifiques s'accordent à dire que l'arc géant est une structure physique réelle. Le problème de son existence est un véritable défi pour la cosmologie, et pas seulement un simple jeu de lumière et de gravité. Revenons à l'échelle de Kardashev et à l'idée d'astro-ingénierie. Nous avons déjà évoqué l'hypothétique civilisation de type 4, celle qui opère à l'échelle intergalactique. Mais à quoi pourraient ressembler concrètement ces créations? Imaginons un peu plus précisément. L'une des applications les plus évidentes de l'astro-ingénierie est la collecte d'énergie. Une civilisation de type 3 pourrait encercler chaque étoile de sa galaxie avec des sphères de Dyson. Qu'en est-il du type 4? Elle pourrait puiser l'énergie des trous noirs supermassifs situés au cœur des galaxies. Ou, fait encore plus grandiose, elle pourrait apprendre à récolter l'énergie du gaz intergalactique. Bien qu'extrêmement raréfié, ce gaz constitue, par le volume colossal des filaments de la toile cosmique, une quantité de matière phénoménale. Le grand arc, justement situé le long d'un tel filament, pourrait être un gigantesque collecteur de cette matière. Il est possible que les galaxies qui le composent ne soient pas de simples regroupements aléatoires, mais de véritables centrales électriques interconnectées pour retraiter l'hydrogène intergalactique. Autre objectif possible, le calcul. Il existe la notion de computronium, une substance hypothétique optimisée pour la puissance de calcul. Une superintelligence pourrait transformer des étoiles et des galaxies entières en gigantesques clusters informatiques. Par exemple, en créant ce qu'on appelle des cerveaux matrioshka, des sphères de Dyson multicouches entourant des étoiles, où chaque couche utilise la chaleur de la précédente pour ses propres opérations. À l'échelle d'une galaxie, ce serait un ordinateur galactique unique, et à l'échelle du grand arc, un réseau informatique intergalactique. Peut-être que cet arc est un gigantesque disque dur où est stockée l'histoire de l'univers, ou un supercalculateur qui modélise l'avenir, ou résout une tâche qui nous est, pour l'instant,
inconcevable. La troisième idée concerne le transport. Pour une civilisation opérant entre les galaxies, la vitesse de la lumière serait une contrainte majeure. Peut-être auraient-elles appris à manipuler l'espace-temps, créant des trous de verre ou des corridors de distorsion. Le grand arc pourrait alors être une autoroute intergalactique, un réseau de tunnels spatio-temporels stables connectant des dizaines de galaxies. Sa forme, rappelant un pont ou une arche, serait très symbolique dans ce contexte. Bien sûr, tout cela n'est que pure science-fiction. Nous ne voyons aucun signe de ce type d'activité. Pas d'émissions infrarouges anormales issues de sphères de Dyson, pas de signaux étranges. Mais peut-être ignorons-nous simplement ce que nous devrions chercher. Les technologies d'une civilisation de type 4 seraient, à nos yeux, impossibles à distinguer de la magie ou de phénomènes naturels. Peut-être ont-elles appris à opérer sans aucune perte d'énergie, ou leur communication se déroule dans des dimensions qui nous sont inaccessibles. Cette ligne de réflexion n'a pas pour but de prouver l'existence de ces dieux cosmiques, mais bien d'élargir notre compréhension de ce qui est, en principe, possible dans l'univers. Elle nous rappelle que l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence, et que l'espace pourrait cacher des réalités qui dépassent non seulement nos technologies, mais aussi notre imagination. Abordons maintenant ce problème sous un angle différent. Non pas celui de la physique ou de l'astronomie, mais celui de la méthodologie scientifique. Comment la communauté scientifique réagit-elle face à de telles anomalies? Ce processus est extrêmement révélateur et crucial pour comprendre le fonctionnement même de la science. La réaction initiale à une découverte telle que l'arc géant est presque toujours un sain scepticisme. La plupart des scientifiques ne se précipitent pas pour jeter aux oubliettes les théories établies. Ils supposent d'apomysis qu'il y a fort probablement une erreur d'observation, une erreur dans le traitement des données, ou une erreur d'analyse statistique. C'est une approche correcte et nécessaire. La science doit être conservatrice, sans quoi elle se transformerait en un recueil d'affirmations sensationnelles, mais non vérifiées. Par conséquent, la première chose que font les collègues scientifiques, c'est d'attaquer la découverte sous tous les angles. Ils traquent les points faibles de la méthodologie. Ils proposent des interprétations alternatives des données qui ne nécessitent pas de rejeter le modèle standard. Ils tentent de reproduire le résultat à partir d'autres ensembles de données ou en utilisant des techniques différentes. Ce processus de post-test de résistance peut être désagréable pour les auteurs de la découverte, mais il est absolument vital pour la science. Si la découverte résiste à cette critique, si des groupes indépendants confirment son existence, alors le scepticisme fait progressivement place à l'intérêt. Les scientifiques commencent alors à prendre l'anomalie au sérieux. C'est le début de la phase de génération d'hypothèses. Des articles sont publiés proposant diverses explications, allant des plus conservatrices aux plus radicales. Certains essaient d'intégrer l'anomalie dans la théorie existante en la modifiant légèrement. D'autres proposent des paradigmes entièrement nouveaux. Des conférences scientifiques, des débats et des controverses éclatent. Cette phase peut durer des années, voire des décennies. La science n'atteint jamais un consensus rapidement. Dans le cas de l'arc géant, nous en sommes précisément à ce stade. La découverte est encore très récente. Elle a été faite en 2021. Elle a déjà passé l'examen initial et a été publiée dans une revue scientifique à comité de lecture. Mais elle doit encore subir l'épreuve du temps et des nouvelles données. De nombreux cosmologues espèrent encore qu'il s'agisse d'une erreur systématique très subtile ou d'une simple fluctuation statistique. Mais plus les nouveaux télescopes fourniront de données, et si ces données confirment l'existence de l'arc et d'autres structures similaires, plus la pression sur le modèle cosmologique standard sera forte. À un certain point, si la quantité et la qualité des preuves atteignent une masse critique, il pourrait se produire ce que le philosophe des sciences
Thomas Kuhn a appelé un changement de paradigme. L'ancienne théorie ne serait pas simplement modifiée, elle serait remplacée par une nouvelle qui expliquerait mieux l'ensemble des observations, y compris les anciennes et les nouvelles. C'est cela, la révolution scientifique. L'arc géant pourrait bien être l'une des premières impulsions menant à une telle révolution en cosmologie au XXIe siècle. Parlons de l'impact de la découverte de l'arc géant sur l'une des questions les plus fondamentales de l'humanité. Sommes-nous seuls dans l'univers? Cette interrogation est au cœur de ce que l'on appelle le paradoxe de Fermi. L'essence de ce paradoxe est simple. L'univers est immense et ancien, grouillant de milliards de galaxies contenant des milliards d'étoiles. Les conditions propices à la vie ne semblent pas être une rareté. Par conséquent, l'intelligence aurait dû émerger en de nombreux endroits. Certaines de ces civilisations devraient être bien plus anciennes et technologiquement avancées que nous. Alors, pourquoi ne percevons-nous aucune trace de leur existence? Pas de signaux radio, pas de sondes, pas de mégastructures astro-ingénierées. Où sont-ils tous? Demandait Enrico Fermi. Ce paradoxe a engendré une multitude de solutions potentielles. La vie est peut-être rare. L'intelligence est peut-être rare. Les civilisations s'autodétruisent, peut-être avant d'atteindre l'espace. C'est l'hypothèse du grand filtre. Peut-être n'ont-elles aucune envie d'interagir avec nous, ou alors nous cherchons simplement au mauvais endroit, ou la mauvaise chose. C'est là que l'arc géant nous offre de nouvelles perspectives fascinantes. Premièrement, si le principe cosmologique est invalidé et que l'univers est en fait hétérogène, alors, comme nous l'avons mentionné, la vie pourrait être distribuée de manière inégale. Notre coin de l'univers est peut-être une province profonde, une sorte de Sibérie cosmique, où les conditions sont défavorables à l'émergence et au développement de civilisations complexes. Pendant ce temps, toute la vie métropolitaine bourdonne peut-être autour de l'arc géant, là où la densité de galaxies, de matière et potentiellement des éléments nécessaires à la vie est bien plus élevée. Dans ce scénario, nous ne les voyons pas simplement parce qu'ils sont trop éloignés et que nous vivons dans une zone de silence. Deuxièmement, revenons à l'idée d'astro-ingénierie. Le paradoxe de Fermi suppose que nous devrions observer des traces d'activité de supercivilisation. Et si nous les voyions sans les reconnaître? Et si l'arc géant lui-même était une telle trace? Nous cherchons des signaux radio, alors qu'ils construisent des structures de la taille de milliards d'années-lumière. L'échelle de leurs travaux pourrait être si vaste que nous les prenons pour des phénomènes naturels. Ce serait la forme ultime de camouflage cosmique, ne pas se cacher, mais au contraire, être si grand et si évident que l'idée même que ce soit artificiel n'effleure personne. On pourrait appeler cette résolution du paradoxe de Fermi l'hypothèse de l'évidence. Ils ne se cachent pas, ils sont partout. L'intégralité de la structure à grande échelle de l'univers est peut-être leur jardin, leur cité, leur ordinateur, et nous ne sommes que des fourmis rampant sur le bitume, perplexes face aux motifs étranges qu'elles y trouvent. Bien sûr, cette idée est extrêmement spéculative, voire même un peu effrayante. Mais elle nous oblige à considérer que notre approche anthropocentrique de la recherche d'intelligence extraterrestre est peut-être fondamentalement erronée. Nous cherchons des êtres qui nous ressemblent. Or, il faudrait peut-être commencer à chercher ce qui ne ressemble absolument à rien de ce que nous pouvons imaginer. Abordons un autre aspect crucial, le temps. L'arc géant que nous observons a existé il y a plus de 9 milliards d'années. Qu'est-il advenu de cette structure pendant tout ce temps? C'est une question essentielle, car la réponse pourrait nous éclairer sur sa véritable nature. L'univers n'est pas statique. Il est en expansion et les structures qui le composent évoluent. 9 milliards d'années, c'est 2 fois l'âge de notre propre système solaire. Il aurait pu se passer énormément de choses pour cet arc. Première hypothèse,
Si l'arc était une structure liée gravitationnellement, alors la gravité aurait dû exercer tout son effet durant cette période. Les galaxies auraient continué de s'attirer mutuellement, rendant la structure encore plus dense et compacte. Elle se serait peut-être même effondrée pour former quelques superamas de galaxies géants. Si tel était le cas, nous devrions voir, dans un univers plus proche de nous, des structures similaires, mais plus anciennes et donc mûres. Or, ce n'est pas ce que nous observons. Les plus grandes structures dans l'univers proche, comme le grand mur de Sloan, ont toujours l'apparence de longs filaments étirés, et non d'objets compacts. Deuxième hypothèse, si l'arc n'était pas lié par la gravité, s'il n'était qu'un alignement fortuit de galaxies, ou le résultat d'un processus dans l'univers primitif, comme une corde cosmique, son destin aurait pu être tout autre. L'expansion accélérée de l'univers, causée par l'énergie sombre, tend à séparer toutes les structures qui ne sont pas liées par une force gravitationnelle suffisante. Sur 9 milliards d'années, l'énergie sombre a forcément exercé une influence significative sur l'arc. Elle aurait pu l'étirer, le rendant moins visible. Les galaxies le constituant se seraient dispersées à tel point qu'il nous serait impossible aujourd'hui de les identifier comme une structure unique. Dans cette optique, nous observerions l'arc à un moment unique de son histoire, celui de sa visibilité maximale. Cela expliquerait pourquoi nous ne voyons pas de structures aussi gigantesques dans l'univers proche. Elles se sont déjà diluées sous l'effet de l'énergie sombre. Cette idée a une conséquence fascinante. Elle implique que l'univers était plus structuré dans le passé qu'il ne l'est aujourd'hui, et qu'à l'avenir, il deviendra encore plus homogène et vide, car l'énergie sombre va tout disperser, à l'exception des seuls amas de galaxies liés par la gravité. Malheureusement, nous ne pouvons pas avancer le temps pour voir ce qu'est devenu l'arc géant. Mais nous pouvons étudier d'autres structures à différentes distances, et donc à différentes époques. En créant des instantanés de l'univers à divers stades de son évolution, nous pouvons modéliser la manière dont ces structures naissent, vivent et disparaissent. Cela nous aidera à comprendre quelle force a dominé leur destin. La force créatrice de la gravité ou la puissance destructrice de l'énergie sombre. Et cela, en retour, nous rapprochera de la résolution de leur mystère. Retournons un instant à notre toute première hypothèse, le hasard statistique. Nous avons mentionné que la probabilité d'un tel événement est extrêmement faible, de l'ordre d'une chance sur 100 000. Mais que signifie réellement ce chiffre, et peut-on lui accorder toute notre confiance ? L'évaluation de la signification statistique en cosmologie est une entreprise très complexe. Pour déterminer à quel point un objet est rare, nous devons le comparer à une référence. Idéalement, nous aurions besoin de disposer d'une multitude d'univers pour vérifier dans combien d'entre eux de telles structures apparaissent. Mais évidemment, nous n'avons qu'un seul univers. C'est pourquoi les scientifiques sont obligés de recourir à la modélisation informatique. Ils créent des boîtes virtuelles d'univers, y intègrent les lois de la physique que nous connaissons, comme la relativité générale et les propriétés de la matière noire et de l'énergie noire issues du modèle lambda-CDM. Ils définissent ensuite des conditions initiales similaires à celles qui prévalaient juste après le Big Bang et lancent la simulation. L'ordinateur fait ensuite évoluer cet univers virtuel sur des milliards d'années pour observer le résultat final. Ce processus est répété des milliers de fois, en modifiant légèrement les conditions initiales à chaque fois. On obtient ainsi un ensemble statistique d'univers virtuels. C'est dans cet ensemble que nous pouvons alors rechercher des structures similaires à l'arc géant. Le chiffre « une chance sur 100 000 » est précisément obtenu de cette manière. Il signifie qu'aucune structure comparable n'est apparue dans 100 000 de ces simulations. Cependant, il y a plusieurs écueils. Premièrement, nos simulations peuvent être incomplètes. Nous n'y intégrons que la physique que nous maîtrisons. Si des processus inconnus agissent dans l'univers réel, comme, par exemple, des cordes cosmiques,
Les simulations ne peuvent évidemment pas les reproduire. Dans ce cas, la comparaison devient biaisée. Deuxièmement, il y a le problème de ce qu'on appelle l'effet du regard après coup, ou l'effet look elsewhere. Nous avons d'abord découvert la structure, et seulement ensuite, nous avons évalué sa probabilité. C'est un peu comme dessiner une cible autour d'une flèche déjà plantée dans le mur et se vanter de sa précision. Il est possible que l'univers contienne une multitude de structures étranges et improbables, et l'arc géant n'en serait qu'une parmi d'autres. Si l'on tient compte de la probabilité d'apparition de n'importe quelle anomalie, et non pas uniquement de celle-ci, la probabilité globale pourrait s'avérer beaucoup moins faible. Les chercheurs tentent de corriger cet effet, mais la tâche est extrêmement ardue. Troisièmement, la définition même de ce qu'est une structure est ambiguë. Comment décidons-nous où une structure se termine et où une autre commence? Différents algorithmes de détection peuvent produire des résultats divergents. Il se peut que l'arc géant ne soit pas un objet unique, mais simplement la partie visible d'un filament plus vaste mais moins dense, que nos algorithmes n'arrivent pas encore à identifier. Tout cela ne signifie pas qu'il faille se méfier de l'évaluation de la probabilité. Les scientifiques qui l'ont réalisé sont des professionnels chevronnés et ils se sont efforcés d'intégrer tous ces facteurs. Mais cela signifie que nous devons aborder ces chiffres avec une certaine prudence. Ils constituent un indice fort d'un problème, mais non une preuve absolue. Seules les futures observations permettront de rendre un verdict définitif. Si nous découvrons une dizaine d'autres structures jugées impossibles, aucun appel à la statistique ne pourra plus nous sauver. Il faudra alors admettre que nos modèles sont fondamentalement erronés. Au-delà du grand arc, d'autres anomalies de la structure à grande échelle, bien que moins célèbres, viennent elles aussi saper le principe cosmologique. Examinons quelques-unes de ces observations. L'une de ces énigmes est la fameuse tache froide du CMB Cold Spot. Il s'agit d'une vaste région du fond diffus cosmologique dont la température est anormalement plus basse que le milieu ambiant. Cette tache est immense, s'étendant sur plusieurs degrés dans le ciel. La probabilité qu'un tel point, à la fois aussi grand et aussi froid, apparaisse par pur hasard dans les fluctuations aléatoires prédites par le modèle standard est extrêmement faible. Une explication avancée suggère que notre ligne de visée traverserait un supervide colossal, une région immense de très faible densité de matière. En traversant ce vide, les photons du fond diffus cosmologique perdraient un peu d'énergie, c'est l'effet Sachs-Wolf, rendant ainsi cette zone du ciel plus froide. Un supervide, baptisé Eridan, a bien été localisé dans cette direction. Cependant, les calculs montrent qu'il n'est pas assez vaste ni assez vide pour expliquer l'intégralité de l'anomalie observée. Une partie de ce froid demeure donc inexpliquée. Certains scientifiques pensent que la tache froide pourrait même être la trace d'une collision entre notre univers et une autre réalité parallèle dans le cadre de la théorie du multivers. Une autre anomalie concerne l'alignement des quasars. Plusieurs études ont révélé que les axes de rotation des trous noirs supermassifs, situés au centre de quasars éloignés de milliards d'années-lumière, ne sont pas distribués de manière aléatoire. Ils tendent à être alignés les uns avec les autres, et ce, parallèlement à la structure cosmique à grande échelle dans laquelle ils résident. C'est extrêmement déroutant. Il est difficile d'imaginer un mécanisme capable de synchroniser la rotation d'objets séparés par de telles distances. La gravité est bien trop faible pour cela. Peut-être cela est-il lié aux conditions initiales de l'univers, comme l'existence de champs magnétiques globaux, ou même une rotation intrinsèque de l'univers à ses débuts. Or, ces deux hypothèses contredisent frontalement le modèle standard. Il y a enfin l'énigme des flux de galaxies. Les observations indiquent que des amas entiers de galaxies se déplacent à des vitesses anormalement élevées dans la même direction
comme s'ils étaient attirés par une masse considérable située au-delà de l'univers observable. Ce phénomène a été surnommé le flux noir, dark flow. Son existence reste un sujet de vif débat, les études fournissant des résultats contradictoires. Mais s'il est réel, il représenterait une violation manifeste du principe cosmologique. Toutes ces anomalies, la tache froide, l'alignement des quasars, le flux noir, sans oublier les structures géantes comme le grand arc, brossent le même tableau, celui d'un univers bien plus étrange, mystérieux et structuré que ce que nous pensions. Elles agissent comme de petites fissures sur la surface lisse du mur du modèle cosmologique standard. Et chacune de ces craquelures pourrait bien être le début d'un effondrement majeur de la vieille théorie, ouvrant la voie à la construction d'une nouvelle. Revenons-en à Alexia Lopez, cette doctorante qui a fait cette découverte étonnante. Son histoire est un exemple parfait de la manière dont les grandes avancées se font dans la science moderne. On n'est plus à l'époque des génies solitaires, penchés sur leur télescope dans leur observatoire. Aujourd'hui, la science est avant tout une histoire de manipulation de données, de gigantesques masses de données. Le projet sur lequel travaillait Alexia est le Sloan Digital Sky Survey, ou SDSS. En 20 ans d'existence, ce projet a recueilli des informations sur des centaines de millions d'objets astronomiques. Les données du SDSS sont en accès libre. N'importe quel scientifique, et même n'importe qui, peut les télécharger et tenter d'y trouver quelque chose de neuf. Alexia Lopez était justement en train d'analyser ces données pour sa thèse. Sa tâche consistait à étudier la structure à grande échelle en utilisant des quasars. Comme nous l'avons mentionné, elle utilisait une méthode basée sur l'analyse des lignes d'absorption du magnésium ionisé. Cette méthode permet de cartographier la répartition du gaz et par conséquent de la matière dans son ensemble sur des distances considérables. Imaginez son travail. Des jours, des semaines, des mois passés devant l'ordinateur. Écrire le code pour traiter les données, déboguer les algorithmes, visualiser les résultats. Et un beau jour, sur l'une de ces visualisations, elle aperçoit un arc, une structure qui n'aurait pas dû être là. Sa première réaction, comme elle l'a raconté en interview, fut « J'ai sûrement fait une erreur. C'est un bug dans mon code. » Elle a tout revérifié, encore et encore. Elle a consulté son directeur de thèse, le professeur Roger Clouse, ainsi que d'autres collègues de l'université. Eux aussi étaient de sceptiques au début. Ils cherchaient d'éventuels artefacts, des erreurs systématiques qui auraient pu créer l'illusion d'une telle structure. Mais plus ils vérifiaient, plus ils étaient convaincus que cette structure était réelle. Ils ont effectué des tests statistiques qui ont montré que la probabilité d'une apparition aléatoire d'une telle configuration était infime. Ce n'est qu'après tout ce travail méticuleux, invisible pour le grand public, qu'ils se sont décidés à rédiger un article scientifique pour annoncer leur découverte. Cette histoire met en lumière plusieurs points importants. Premièrement, de grandes découvertes peuvent être faites par de jeunes chercheurs, même des doctorants. L'essentiel, c'est d'avoir un regard neuf, de la persévérance et de maîtriser les méthodes modernes d'analyse de données. Deuxièmement, la science se démocratise de plus en plus. Les données ouvertes permettent aux scientifiques du monde entier de participer aux recherches et pas seulement à ceux qui ont accès aux plus grands télescopes. Troisièmement, cette histoire souligne l'importance du doute et de l'autocritique en science. La première réaction d'un véritable scientifique face à un résultat anormal ne devrait pas être « Eureka », mais plutôt « Où me suis-je trompé ?» Ce n'est qu'en traversant le creuset du doute qu'une découverte prend toute sa véritable valeur. L'histoire d'Alexia Lopez est un exemple inspirant pour tous ceux qui font de la science. Elle montre que même dans des données, en apparence, les plus étudiées, peuvent se cacher des trésors capables de révolutionner notre compréhension de l'univers. Il faut juste savoir les déceler.
Et si nous abordions la question de l'arc géant sous l'angle du principe anthropique, c'est l'un des principes les plus controversés, mais aussi l'un des plus fascinants de la physique et de la philosophie. Le principe anthropique, dans sa formulation faible, stipule ceci. Nous observons l'univers tel qu'il est, car un observateur, c'est-à-dire nous, ne pourrait émerger que dans un tel univers. En d'autres termes, les conditions mêmes nécessaires à notre existence imposent des contraintes sur la nature de l'univers que nous pouvons observer. Par exemple, nous observons un univers où les constantes fondamentales, la vitesse de la lumière, la constante gravitationnelle, etc., possèdent des valeurs très précises. Si ces valeurs étaient ne serait-ce que légèrement différentes, les étoiles, les planètes, le carbone, et par conséquent nous-mêmes, n'auraient jamais pu se former. Le principe anthropique affirme qu'il n'y a là rien d'étonnant. Il existe peut-être une multitude d'autres univers, un multivers, régi par des lois physiques différentes, mais nous ne pouvons, par définition, vivre et observer que celui qui est propice à la vie. Comment cela s'applique-t-il à l'arc géant ? Il est possible que l'existence de structures aussi colossales ne soit pas une anomalie, mais une condition nécessaire à l'apparition de la vie intelligente. L'idée peut sembler étrange, mais développons-la. La formation des galaxies, des étoiles et des planètes nécessite une densité de matière minimale. Dans les régions trop vides de l'univers, les voides cosmiques, la vie a peu de chances d'émerger. Peut-être que pour l'apparition non pas d'une simple vie, mais d'une civilisation technologique hautement développée, des conditions encore plus spécifiques sont requises, une longue période de stabilité, une protection contre les cataclysmes cosmiques, comme les explosions de supernovae proches ou les sursauts gamma, et une abondance d'éléments lourds. Il se pourrait que ces conditions soient diacrées précisément au sein ou aux frontières de superstructures gigantesques, tels que les filaments et les murs cosmiques. Un environnement dense favoriserait un enrichissement chimique plus rapide des galaxies, et le champ gravitationnel de la structure pourrait stabiliser leurs orbites. Si tel est le cas, en tant qu'observateurs intelligents, nous étions statistiquement plus susceptibles d'apparaître dans un univers structuré à grande échelle. Si l'univers était aussi uniforme que le prédit le modèle standard, nous ne serions tout simplement pas là pour observer cet arc géant. Cette idée déplace l'accent de la question « Pourquoi l'arc existe-t-il ?» à la question « Pourquoi existons-nous pour l'observer ?» Elle n'explique pas le mécanisme physique de création de l'arc, mais elle offre un cadre philosophique pour son existence. Bien sûr, le principe anthropique a de nombreux détracteurs. On lui reproche d'être non falsifiable et de n'être qu'un argument de facilité. Au lieu de chercher une cause physique, nous nous contentons de dire « Il en est ainsi, sinon nous ne serions pas ici ». Néanmoins, en tant qu'expérience de pensée, il reste utile. Il nous force à réfléchir aux liens profonds entre les lois de la cosmologie et notre propre existence. Il est possible que nous et l'arc géant ne soyons que les deux faces d'une même pièce, deux manifestations d'un univers qui est, d'une certaine manière, réglé pour engendrer la complexité et la raison. Imaginons à quoi ressemblerait le ciel si nous étions situés à l'intérieur de l'arc géant. Notre perception du cosmos en serait radicalement changée. Actuellement, lorsque nous observons le ciel nocturne depuis la Terre, notre galaxie, la Voie lactée, apparaît comme une bande lumineuse traversant la voûte céleste. Les autres galaxies, elles, ne sont visibles que sous forme de petites taches floues, même avec les télescopes les plus puissants. La distribution de ces taches à grande échelle nous semble relativement uniforme, mais si notre galaxie se trouvait dans cet arc géant, le tableau serait tout autre. Premièrement, la densité de galaxies dans le ciel serait nettement supérieure, mais uniquement dans certaines directions. Le long de l'axe de l'arc, nous n'observerions pas seulement des galaxies isolées, mais une véritable rivière ininterrompue d'entre elles. Dans cette direction, le ciel baignerait dans la lumière diffuse de milliards d'étoiles issues des galaxies voisines.
Ce serait comme une voie lactée, gigantesque et courbée, composée non pas d'étoiles, mais de galaxies entières. Il était même possible que les nuits, sur une telle planète, ne soient jamais totalement obscures. Deuxièmement, dans les directions perpendiculaires à l'arc, le ciel serait, au contraire, bien plus sombre et vide que le nôtre. Nous regarderions directement au cœur des gigantesques voides, les vides, qui séparent les biyaroi et les filaments de la toile cosmique. Cela créerait un contraste saisissant. D'un côté, une rivière de lumière, de l'autre, des ténèbres abyssales. Un tel spectacle céleste influencerait sans aucun doute la mythologie, la religion et la science d'une civilisation y vivant. La rivière céleste, ou le pont des dieux, ne serait pas une métaphore, mais un objet observable et bien réel. Leur cosmologie pourrait être fondamentalement basée non pas sur l'idée d'homogénéité, mais sur celle du dualisme, la lutte entre la lumière et l'obscurité, la matière et le vide. Le développement de l'astronomie emprunterait également une voie très différente. Ils auraient y pris conscience beaucoup plus tôt qu'ils vivaient à l'intérieur d'une structure gigantesque. Cartographier cette structure deviendrait leur objectif principal. Leur question ne serait peut-être pas « Pourquoi l'univers est-il si uniforme ?», mais plutôt « Pourquoi notre structure se distingue-t-elle autant par rapport au vide ambiant ?» Pour eux, le principe cosmologique ne serait pas un point de départ évident, mais plutôt une étrange hypothèse qu'il faudrait s'efforcer de prouver. Ce voyage mental montre à quel point notre vision scientifique du monde est conditionnée par notre point d'observation. Nous construisons nos théories à partir de ce que nous voyons autour de nous. Et si nous voyons une image différente, nos théories pourraient être totalement autres. Peut-être qu'ailleurs, dans une galaxie de l'arc géant, des astronomes regardent actuellement dans leur télescope et essaient d'expliquer une étrange anomalie, l'existence d'immenses régions vides, semblables à celles dans lesquelles nous vivons. Ils rédigent alors des articles scientifiques sur la façon dont l'existence de ces voides contredit leur propre principe de structuralité de l'univers. Cette perspective inversée nous aide à comprendre que nos théories ne sont toujours que des modèles basés sur des données limitées et qu'au-delà de notre petit cercle de lumière, un monde complètement différent pourrait se cacher. Attardons-nous sur la question de la forme du grand arc. Pourquoi cette géométrie en arc de cercle ? Pourquoi n'est-ce pas une ligne droite, une sphère ou une figure beaucoup plus complexe ? La forme d'un objet peut révéler énormément sur son origine. Dans le cosmos, nous observons une grande variété de structures. Les étoiles et les planètes sont sphériques car la gravité tend à compresser la matière dans sa forme la plus compacte. Les galaxies sont souvent des disques spiraux. C'est le résultat de la rotation et de la conservation du moment cinétique qui les aplatissent. Les amas de galaxies sont plus irréguliers et grumeleux. Quant aux plus grandes structures, les filaments, elles sont allongés et filiformes. La forme d'un arc ou d'une arche se situe quelque part entre les deux. Ce n'est ni un simple fil, ni une structure complètement fermée. Qu'est-ce qui pourrait engendrer une telle géométrie ? Une des possibilités, comme nous l'avons déjà évoqué, repose sur les cordes cosmiques. Si une boucle vibrante de cordes cosmiques avait existé dans l'univers primordial, elle aurait pu laisser derrière elle une trace précisément sous la forme d'un arc. Son champ gravitationnel aurait alors attiré la matière, formant des galaxies le long de cette courbe. Une autre hypothèse est liée aux oscillations acoustiques baryoniques. Rappelons qu'il s'agit d'ondes de densité sphérique qui se sont propagées dans l'univers naissant. Le grand arc pourrait être une portion de l'une de ces coquilles sphériques. Si nous ne l'observons que sous la forme d'un arc plutôt que d'une sphère complète, c'est simplement parce que nous n'observons qu'une petite portion du ciel. Si nous pouvions observer l'univers entier d'en haut, nous verrions peut-être que cet arc fait partie d'un anneau ou d'une sphère gigantesque. Ce serait une image d'une élégance remarquable. Il existe aussi des scénarios plus dynamiques.
il est possible que cette forme résulte de la collision ou de l'interaction de structures encore plus anciennes. Par exemple, si deux crêpes de matière, ce que l'on appelle les murs de Zeldovich, étaient entrés en collision dans l'univers jeune, une structure allongée aurait pu se former sur leur ligne d'intersection. Si ces crêpes avaient été incurvées, la ligne d'intersection le serait également. Si nous revenons à l'idée de l'astro-ingénierie, la forme de l'arc pourrait avoir une signification purement fonctionnelle. L'arche est l'une des constructions les plus solides et les plus stables de l'architecture. Elle permet de couvrir de grandes portées et de supporter d'énormes charges. Peut-être que la civilisation qui a construit cette structure a utilisé les mêmes principes, mais à l'échelle cosmique. L'arc pourrait être un pont reliant deux régions massives, une barrière de protection, ou simplement une forme esthétiquement agréable. Après tout, même le super-esprit ne serait pas étranger au sens de la beauté. La forme du grand arc est un indice supplémentaire dans cette enquête cosmique. En étudiant sa géométrie exacte, sa courbure et son orientation dans l'espace, nous pouvons obtenir de nouvelles données qui nous aideront à trancher entre les différentes hypothèses concernant son origine. Il est possible que, dans cette courbe élégante qui s'étend sur 3 milliards d'années-lumière, soit chiffré un message sur les lois les plus fondamentales de la nature ou sur les événements les plus grandioses de l'histoire de notre monde. Et si l'arc géant était bien plus qu'une simple accumulation de matière? Et si cette structure définissait en fait la géométrie même de notre univers? C'est une question vertigineuse. La relativité générale nous enseigne que la matière et l'énergie déforment l'espace-temps. Le modèle cosmologique standard, lui, suppose qu'à très grande échelle, la matière est répartie de manière homogène, ce qui impliquerait une courbure uniforme de l'univers dans son ensemble. 3 possibilités s'offrent à nous. L'univers pourrait être plat, courbure nulle, fermé ou sphérique, courbure positive, ou encore ouvert ou hyperbolique, courbure négative. Les observations actuelles, notamment celles du rayonnement fossile, indiquent avec une grande précision que notre univers est presque parfaitement plat. Mais attention, cette platitude n'est que la courbure globale, moyennée. Que se passerait-il si, à une échelle locale, bien qu'immense, cette courbure variait de façon drastique? L'existence d'une structure aussi massive que l'arc géant devrait provoquer une distorsion locale significative de l'espace-temps. Elle plierait littéralement le tissu de l'univers. Le principe cosmologique ne serait alors pas seulement violé dans la distribution de la matière, mais dans la géométrie même de l'espace. Cette perspective alimente certaines théories cosmologiques non orthodoxes. Dans la cosmologie dite topologique, on suppose que l'univers pourrait posséder une topologie complexe et non triviale. Il ne serait pas une simple étendue infinie, mais pourrait ressembler, par exemple, à un tore gigantesque, un beignet cosmique, ou avoir une forme encore plus complexe. Dans un tel univers, des images dites fantômes apparaîtraient. Nous verrions le même objet dans plusieurs directions, car sa lumière aurait fait le tour de l'univers par différents chemins. L'arc géant pourrait être lié à une telle topologie complexe. Il ne serait alors pas une simple concentration de matière, mais un véritable pli ou une couture fondamentale dans le tissu même de l'espace-temps. Une autre idée, encore plus radicale, nous vient de la théorie des cordes et de la théorie M. Ces cadres théoriques postulent l'existence de dimensions spatiales supplémentaires cachées. Notre univers, avec tout ce qu'il contient, ne serait qu'une brane, une membrane, tridimensionnelle, flottant dans un espace multidimensionnel, l'hyperespace. Dans ce scénario, des structures colossales comme l'arc pourraient résulter d'interactions entre notre brane et d'autres branes ou entités présentes dans cet hyperespace. La gravité d'un autre monde, d'un univers parallèle, pourrait par exemple filtrer dans le nôtre
regroupant la matière selon des motifs aussi gigantesques. Cela expliquerait pourquoi la source de cette force nous échappe. Elle résiderait au-delà de nos 3 dimensions habituelles. Bien sûr, ces idées restent hautement spéculatives et manquent, pour l'instant, de toute confirmation expérimentale. Mais elles illustrent à quel point l'énigme de l'arc géant est profondément enracinée. Pour la résoudre, nous devrons peut-être non seulement revoir notre compréhension de la distribution de la matière cosmique, mais aussi remettre en question nos notions les plus fondamentales sur l'espace, le temps et la dimensionnalité de notre réalité. Le mystère du mur des dieux pourrait bien être le mystère de la nature même du réel. Passons maintenant aux critiques et aux contre-arguments. Au sein de la communauté scientifique, tout le monde n'est pas convaincu que l'arc géant soit une structure réelle et physiquement liée, ni qu'il représente véritablement une crise pour la cosmologie. Quels sont donc les arguments avancés par les sceptiques? Premièrement, comme nous l'avons mentionné, il y a la question de la signification statistique. Les critiques évoquent l'effet de biais de sélection a posteriori. L'équipe qui a découvert l'arc cherchait dans les données des structures d'un certain type, allongées, courbées, et sans surprise en a trouvé une. Les sceptiques affirment que s'ils avaient cherché des formes différentes, par exemple en L ou en S, ils auraient probablement trouvé celle-ci également. Le cerveau humain a naturellement tendance à discerner des formes et des motifs, même dans un bruit aléatoire. C'est le phénomène de la pareidolie. Il est possible que l'arc géant ne soit qu'une pareidolie cosmique, un alignement fortuit d'amas non liés que nos algorithmes et notre cerveau ont interprété comme une seule et même entité. Deuxièmement, la méthode de détection elle-même soulève des questions. Rappelons que l'arc a été identifié grâce aux lignes d'absorption du magnésium dans les spectres de quasars. Cette technique a ses limites. Nous ne voyons pas les galaxies elles-mêmes, mais uniquement le gaz situé entre elles. Bien que le lien entre la distribution du gaz et celle des galaxies soit fort, il n'est pas absolu. Il est possible qu'un nuage de magnésium se soit formé dans cette région pour des raisons spécifiques. Par exemple, à cause d'un rayonnement ionisant et qu'il ne reflète pas parfaitement la distribution galactique. Pour valider définitivement l'existence de l'arc, des observations directes des galaxies sont nécessaires, ainsi que la détermination de leur décalage vers le rouge, leur redshift, afin de confirmer qu'elles forment bien une structure cohérente. C'est une tâche extrêmement ardue, car ces galaxies sont très lointaines et faibles. Troisièmement, certains scientifiques soutiennent que même si l'arc est réel, il peut être expliqué dans le cadre du modèle standard de la cosmologie, à condition d'en ajuster légèrement les paramètres. Par exemple, si l'on suppose que les fluctuations de densité initiale dans l'univers n'étaient pas purement gaussiennes, comme cela est habituellement admis, cela pourrait engendrer plus fréquemment des structures rares et massives. Cela ne nécessite pas d'abandonner tout le modèle, mais seulement un léger réglage. C'est un peu comme si vous trouviez un 5e as dans un jeu de cartes standard. Vous pourriez décréter que toute la théorie des jeux est fausse. Ou alors, vous pourriez simplement supposer que quelqu'un utilise un jeu légèrement modifié. La deuxième option est manifestement la plus conservatrice. Cette critique est essentielle. Elle empêche la science de tomber dans une panique prématurée et force les partisans de la découverte à chercher des preuves toujours plus directes et solides. C'est précisément dans cette controverse entre sceptiques et enthousiastes que naît la vérité scientifique. Pour l'instant, l'équilibre des preuves n'a penché définitivement d'aucun côté. L'arc géant demeure une énigme fascinante, mais son statut de tueur de la cosmologie standard n'est pas encore confirmé. Les futures observations, notamment celles du télescope Vera-Rubin et de la mission Euclide, devraient permettre de trancher ce débat. Imaginons un instant que l'hypothèse la plus audacieuse soit la bonne. L'arc géant est bel et bien une construction artificielle, la trace d'une civilisation antique. Qui étaient ces dieux bâtisseurs? Que pouvons-nous supposer à leur sujet?
Premièrement, leur niveau technologique doit être inconcevable. Manipuler la matière à l'échelle de milliards d'années-lumière, déplacer des galaxies, stabiliser de telles structures, cela ne demande pas juste une quantité colossale d'énergie, mais une compréhension et une maîtrise totale des lois de la physique, incluant la gravité, l'espace-temps, et peut-être même la matière et l'énergie noire. Ce n'est pas une civilisation de type 3, mais potentiellement de type 4, voire 5, sur l'échelle de Kardashev. Deuxièmement, leurs échelles de temps sont forcément différentes des nôtres. Un projet de cette ampleur n'aurait pas pu être construit en quelques milliers, ni même quelques millions d'années. Il aurait fallu des milliards d'années, des milliards d'années. Cela implique que cette civilisation soit incroyablement ancienne, qu'elle maîtrise le voyage dans le temps, ou qu'elle soit un esprit collectif qui transmet ses objectifs de génération en génération à travers les époques géologiques. Peut-être même qu'ils ne sont pas des êtres biologiques, au sens où nous l'entendons, mais une forme de conscience post-biologique, basée sur le silicium ou sur de l'énergie pure, par exemple. Troisièmement, quel pouvait être leur motif? Pourquoi construire une telle chose? S'il s'agit d'un habitat, cela suppose qu'ils ont besoin d'un espace vital gargantuesque, peut-être pour des trillions de créatures. Si c'est pour le calcul, cela signifie qu'ils résolvent des problèmes d'une complexité telle qu'ils nécessitent un ordinateur de la taille d'une portion de l'univers. Si c'est pour l'art, cela révèle une sensibilité esthétique complètement étrangère, ou la toile et l'espace-temps lui-même. Peut-être que le motif était purement scientifique, une gigantesque expérience visant à étudier les propriétés fondamentales de l'univers, ou au contraire, une tentative de modifier ses propriétés, peut-être pour prévenir la mort thermique de l'univers, ou pour se défendre contre une menace extérieure dont nous n'avons même pas conscience. Il y a une autre pensée, plus troublante encore. L'arc a été construit alors que l'univers n'avait que 4,5 milliards d'années. Où est cette civilisation aujourd'hui? Durant les 9 milliards d'années qui se sont écoulées, elle a pu évoluer vers quelque chose d'encore plus insondable. Mais elle a pu aussi s'éteindre. Peut-être que l'arc n'est pas un projet actif, mais un mémorial gigantesque, une tombe, ou les ruines d'un empire jadis immense. Nous, archéologues cosmiques, sommes peut-être tombés sur les vestiges d'une ancienne cité, sans en comprendre ni la langue, ni la culture, ni les raisons de son déclin. Ces réflexions nous éloignent certes des limites strictes de la science, mais elles sont essentielles, car elles démontrent l'étendue du champ des possibles. Si nous trouvons un jour la preuve de l'existence d'une superintelligence, nous devons nous préparer à ce qu'elle soit absolument étrangère et insaisissable pour notre compréhension. Et l'arc géant, qu'il soit réel ou non, nous rappelle avec force que l'univers peut être infiniment plus étrange que tout ce que nous pouvons imaginer. Faisons le bilan de notre long voyage. Nous avons débuté avec le principe cosmologique, cette idée selon laquelle l'univers est homogène et isotrope à grande échelle. Ce principe est la pierre angulaire de la cosmologie moderne. Ensuite, nous avons découvert l'arc géant, une structure galactique colossale s'étendant sur plus de 3 milliards d'années-lumière. Sa taille dépasse de près de 3 fois la limite théorique admissible par le modèle cosmologique standard. Son existence, confirmée avec une haute signification statistique, remet sérieusement en question notre compréhension de l'univers. Nous avons appris que l'arc n'est pas seul. D'autres structures anormalement vastes existent, comme la Grande Muraille de Sloan et la Grande Muraille Hercule-Couronne boréale. Ensemble, elles forment un véritable club des contrevenants, suggérant que le problème pourrait être systémique. Nous avons passé en revue de nombreuses explications possibles. D'un côté, les hypothèses scientifiques classiques, une simple fluctuation statistique, bien que hautement improbable, des objets exotiques comme les cordes cosmiques,
qui aurait ensemencé de telles structures, une modification de la théorie de la gravitation à longue portée, des propriétés plus complexes de la matière noire ou de l'énergie noire, ou peut-être une manifestation d'oscillations acoustiques baryoniques à une échelle inédite. De l'autre, nous nous sommes permis de jeter un œil au-delà de la science pure, en spéculant sur des possibilités plus fantastiques. L'arc aurait-il pu être l'œuvre d'une civilisation d'astro-ingénieurs géants de type Quatrain? Ou est-ce un artefact, une couture, dans le tissu même de notre réalité simulée? Nous avons évoqué comment de nouveaux télescopes et relevés du ciel aideront, dans un futur proche, à élucider ce mystère en dressant un inventaire complet de ces mégastructures, nous permettant d'étudier leurs propriétés en détail. Nous avons également abordé les conséquences philosophiques et cosmologiques de cette découverte. Elle sape le principe de médiocrité, réintroduisant un élément de mystère et de structuration dans l'univers. Elle ouvre de nouvelles perspectives sur le paradoxe de Fermi et nous force à reconsidérer notre place dans ce cosmos étrange et hétérogène. L'arc géant est l'illustration parfaite du fonctionnement de la science. Une seule observation, une seule anomalie peut remettre en cause tout un paradigme scientifique construit sur des décennies. Elle oblige les chercheurs à douter, à débattre, à formuler de nouvelles idées et à concevoir de nouveaux outils pour les vérifier. Quelle que soit l'explication finale, l'arc géant a déjà joué son rôle. Il a élargi nos horizons et nous a rappelé que la chose la plus fascinante de l'univers est ce que nous ignorons encore. Il est une invitation à poursuivre l'exploration, à voyager vers les recoins les plus profonds et les plus sombres de notre cosmos, là où nous attendent peut-être les réponses aux questions les plus fondamentales de l'existence. Alors, quel est le bilan de tout cela? D'un côté, nous avons le modèle cosmologique standard, un modèle élégant, cohérent et largement éprouvé qui décrit l'essentiel de ce que nous observons dans l'univers. De l'autre, une liste croissante d'observations qui ne correspondent absolument pas à ce modèle. L'arc géant est probablement le plus spectaculaire, le plus criant, le plus insolent de ces perturbateurs. Cet arc ne se contente pas de dévier un peu de la théorie. Il hurle qu'il y a un vide béant, une énorme lacune dans notre compréhension de l'univers. C'est là qu'intervient le fameux rebondissement. Nous pensions avoir dressé une carte presque complète du cosmos et qu'il ne nous restait plus qu'à combler quelques points blancs. Mais il s'avère qu'au beau milieu de cette carte se trouve un continent gigantesque, apparu de nulle part, qui brise tout notre système de coordonnées. Cette découverte n'est pas la fin de la cosmologie. C'est un nouveau départ. C'est un défi qui va obliger les physiciens et les astronomes à redoubler d'efforts, à élaborer de nouvelles théories et à mener de nouvelles observations encore plus précises. Peut-être que la solution sera simple. Nous trouverons une erreur dans les données ou nous réaliserons que nous n'avons tout simplement pas eu de chance avec les statistiques. Mais il est aussi possible que nous soyons au seuil d'une nouvelle révolution scientifique, comparable à celle provoquée par Copernic, Newton ou Einstein. Une révolution qui nous offrira une physique complètement inédite et une nouvelle vision du monde. Merci d'avoir passé ce temps avec moi, à plonger dans cette incroyable énigme. J'espère que cette conférence vous aidera à trouver le sommeil, mais qu'elle vous donnera aussi matière à réflexion pour demain matin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un pouce bleu à cette vidéo et de la partager avec vos amis passionnés par le cosmos. Et maintenant, la question principale que je vous pose, qu'en pensez-vous? Un simple regroupement de galaxies qui, par hasard, se sont alignées pour former un arc? La manifestation d'une nouvelle loi physique, encore inconnue? Ou s'agit-il, après tout, d'un dessein grandiose, la trace de ces fameux dieux? Écrivez votre théorie la plus audacieuse dans les commentaires. Bonne nuit et faites de beaux rêves de galaxies lointaines.